De toute façon, il n'y a pas de démocratie sans alternance. Je n'en ai pas vu. Ça n'existe nulle part. Démocratie, alternance. Entre-temps, on dira gouvernance électorale. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait du consensus dégagé sur cette question en CBT? Moi, je ne me pose pas la question en termes de... Les questions ont été abordées, ces questions sur la fiabilité des listes électorales, sur le découpage électoral, sur le bulletin unique, etc. Ce sont des recommandations, comme vous le dites, vraiment depuis les dialogues de Brazzaville, d'ailleurs. Ensuite, Evo, et puis Deleuze. Jamais appliqué. Donc, la vraie question aujourd'hui, si on veut avancer sur la question, c'est quelles sont les garanties de l'application de ces décisions, de ces résolutions qui ont été faites. Sachant par ailleurs, je l'ai dit encore au début, que ces conclusions vont être transmises au président pour suite à donner. Donc il n'y a aucune garantie de ce que ça va être appliqué ou non. Deuxième chose, c'est que ce sont des questions qui relèvent d'une loi. Et la loi va passer par un circuit. On sait comment une loi arrive par du gouvernement jusqu'à son adoption. Sur l'ensemble du circuit, elle peut connaître une série de modifications. Ce qui fait qu'au final, à l'arrivée, on peut se retrouver exactement avec une loi qui ne correspond pas aux résolutions prises à Deleuze. Au CBT, encore à Evo, c'est la même rengaine. Voilà la question aujourd'hui. Quelles sont les garanties ou les dispositions que le président de la République prend aujourd'hui, à partir de maintenant, pour que toutes ces résolutions soient appliquées telles que souhaitées et dans l'intérêt de la nation. Hein. Je ne le fais pas pour créer des difficultés ou encore régler des comptes à qui que ce soit. Cela peut se faire, doit se faire dans l'intérêt de la nation. Quelles sont les dispositions qui sont prises aujourd'hui pour garantir la mise en application de ces dispositions, de ces préconisations? Ça reste à voir. D'accord. Alors, je disais il y a quelques instants que l'actualité nationale, c'est le dialogue. Mais juste avant l'ouverture de ce dialogue à CBT, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été reçu par son homologue François Hollande à Paris en France, à l'Élysée. Un commentaire là-dessus? Aucun commentaire. Un président de la République de notre pays qui est reçu par le président de la République française, sachant que la France a des relations... D'ailleurs, c'est ce qui ressort des déclarations du président de la République lorsqu'il rentre de cette visite officielle, que nos relations avec la France étaient au beau fixe. Donc c'est un exercice normal, classique, où les chefs d'État peuvent se retrouver pour parler des questions d'intérêt qui intéressent les deux pays. Je ne vois pas en quoi cette visite aurait eu je sais pas. Alors, je pose la question expressément parce que partie des opposants congolais s'appuyaient sur François Hollande. Ils prenaient François Hollande et semble-t-il qu'à la sortie de la réception, donc Denis Sassou Nguesso, le président de la République, en sortant de cette audience, reçu donc par François Hollande, cela semblait décevoir les opposants, certains opposants qui croyaient en Hollande. J'ai pas trop compris ce qui se passe réellement. Alors comment ça, les opposants croiraient en M. Hollande? Parce on lit les opposants, on les suit, on écoute leurs déclarations, on les lit sur les réseaux sociaux. Alors, je vais vous aider parce que je crois que vous ne posez pas directement la question. Si la question est de savoir ce que M. Hollande aurait dit à M. Sassou pour qu'il quitte le pouvoir, parce que c'est ça la question. Non, c'est pas ça la question. On pense que la France s'implique sur ces questions-là. On a entendu le discours de François Hollande à Dakar. Il a répété un certain nombre de principes à Cotonou récemment. C'est toutes ces spéculations qui donnaient un caractère assez lourd à cette visite officielle du président Sassou il y a quelques semaines à Paris. Mais je vais vous dire, moi je suis de la génération, je crois, d'Africains qui pensent que la France n'a pas de leçons à nous dicter sur la conduite de nos États. Pourtant, les opposants comptaient bien sur Hollande. Et je ne suis pas sûr que l'opposition ait fait une déclaration officielle pour attendre de François Hollande de dicter une ligne de conduite. Pourquoi est-ce que
les dirigeants, enfin, les dirigeants occidentaux d'ailleurs, arrivent parfois à s'impliquer ou à vouloir s'intéresser à nos affaires. Mais parce que quelquefois nous faisons montre d'une certaine immaturité ou d'irresponsabilité. Si on règle la question normalement, conformément aux dispositions, aux règles établies, je ne vois pas pourquoi un pays étranger ou un chef d'État, fût-il le président de la France, viendrait s'immiscer à nos problèmes. Mais ils sont quelquefois amenés à intervenir, et quelquefois, bizarrement, et les dirigeants et les opposants, ça doit exister, espèrent parfois que la France intervienne sur nos problèmes, mais parce que, vous voyez, la Centrafrique, la France est obligée d'intervenir pour venir éteindre le feu. Les Centrafricains l'ont allumé, c'est la France qui vient, en tenant compte du fait qu'évidemment ils ont des intérêts là-bas. Avec l'aide du Congo aussi, hein, à éteindre ce feu. Oui, mais ce sont des détails. Mais je veux dire que la France n'a pas normalement de leçons à nous faire. Et ça le serait davantage si les Congolais se montrent responsables dans la résolution de nos problèmes. Et si on se montre irresponsable, et si on pense que... Je ne crois pas qu'il y ait une nostalgie de l'époque où on était encore une colonie française. Et il y a peut-être quelques déformations d'État, quelque part, mais moi je considère que, oui, il y a des conseils. On a entendu M. Hollande dire qu'il ne souhaitait pas, qu'il proposait, qu'il estimait que les chefs d'État vont respecter voilà, un conseil d'amis, quand il va dans le bon sens. Écoutez, on peut... Que le même Hollande aussi dit que les institutions peuvent voler sur un consensus, par exemple. C'est possible, de réforme. C'est tout à fait possible. Dans l'histoire, ça se vérifie. Ce n'est pas nouveau ici. Moi, faut pas se mentir sur ces questions-là. Une constitution, on a vu après la conférence nationale qu'on a changé un ordre. Et c'est parce qu'il y avait un cadre qui a dégagé un consensus dans ce sens. Il se trouve aujourd'hui, puisque vous revenez en parlant sur cet aspect-là, aujourd'hui il n'y a pas de consensus. Et le pays est en train de souffrir déjà. Un référendum s'impose. Non, il ne s'impose pas à partir du moment où qu'il n'y a pas de consensus. C'est un sujet qui comporte des germes d'une implosion. C'est un débat démocratique. Pourquoi toujours parler implosion? Pourquoi toujours faire traîner une épée de Damoclès sur la tête des Congolais? Je fais des constats. Il ne faut pas qu'on fasse semblant de ne pas voir la réalité. La réalité dans ce pays, tous les acteurs, tous ceux qui y habitent savent. Pourquoi ça a explosé au Burkina Faso? Pourquoi ça a explosé en RDC dans la même sur les mêmes questions? Pourquoi ça... Écoutez, ce qui se passe au Burundi. Ça n'a pas explosé au Rwanda? Ça n'explose pas encore parce que le problème vient d'être posé. Attendons de voir. Mais ça explose parce que, justement, il y a des questions qui peuvent menacer gravement l'unité nationale. Et le président de la République, article 56 du titre 4 de la Constitution, est garant de l'unité nationale. Quand l'unité nationale est menacée, le meilleur service qu'il peut rendre à lui-même, mais à l'ensemble de la nation, c'est d'éteindre, c'est de laisser tomber. D'accord. L'issue du dialogue aujourd'hui, on voit. Comment vous regardez l'après-dialogue en tant que président de la conscience libre? Pour nous, le sujet